Bonjour, on se retrouve donc pour l'enregistrement de la vidéo sur les capteurs. Donc le cours, comme je le dis, va traiter sur les capteurs. On vous rappelle donc toute la partie qui est la chaîne d'information dans laquelle on a traité acquérir, communiquer, et puis la chaîne d'énergie qui se trouve tout en bas. On va s'intéresser donc à la première partie de la chaîne d'information qui est la fonction acquérir. Donc le capteur, lui, sa fonction, c'est capter l'information, hein, bien sûr, et il est donc dans cette chaîne qui s'appelle acquérir. Si on regarde bien les choses, on voit bien qu'un capteur, eh ben, on le trouve dans le domaine de l'industrie et que il va donc capter une grandeur physique, hein, qu'elle soit une température, une pression, une force, comme on vous l'indique sur ce petit schéma, et qu'il va générer à sa sortie soit un, un signal électrique qui aura différentes formes, hein, qui va être logique, qu'on appellera tout ou rien, analogique ou numérique. On vous dit que, par définition, le capteur est un objet technique qui permettra donc de mesurer des grandeurs physiques. Le capteur fait partie des objets techniques qui mesurent des grandeurs physiques. Le capteur est un élément du système d'acquisition de données. Donc quand on va faire une acquisition de données, donc capter des informations, eh ben, c'est le capteur qui va le faire. Ensuite, si on s'intéresse un peu plus à quelques définitions et caractéristiques du capteur, eh ben, on voit qu'on peut le caractériser par plusieurs choses. Tout d'abord, l'étendue des mesures. On vous dit que c'est les valeurs extrêmes que peuvent mesurer le capteur. Exemple, un capteur de température mesurant des codes de température de -20 à +50 degrés, eh ben, l'étendue des mesures est de -20 à +50 degrés. La résolution du capteur, c'est la plus petite variation de la grandeur mesurable par le capteur. Et ben, s'il est capable de mesurer au degré près, sa résolution est du degré. La sensibilité du capteur, donc cette fois-ci, c'est le rapport, donc la division entre la grandeur du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Imaginons un capteur de température qui sort des volts à sa sortie ou des millivolts. À l'entrée, on dirait des degrés. Et ben, la sensibilité, par exemple, pour un capteur de type LM35, comme on vous le dit, serait de 10 millivolts, donc par degré. À chaque fois qu'on va avoir une variation de 1 degré à son entrée, la sortie sera modifiée d'une grandeur de tension de 10 millivolts au-dessus. La précision, qui en anglais se prononce accuracy, c'est l'aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie. Donc, il est précis quand il s'approche de la valeur vraie. Imaginons, prenons un capteur, eh ben, la température réelle est de 22 degrés, il annonce 21, il semble être précis s'il est à 18 degrés, sa précision est moindre. La rapidité, c'est le temps que va mettre à réagir le capteur pour redonner l'information. Il y en a qui réagissent plus ou moins rapidement. Et la linéarité d'un capteur, on dit qu'il est linéaire si sa sensibilité est constante. C'est-à-dire que si le pas entre chaque degré est constant, donc ça veut dire qu'il va répondre par une courbe qui sera linéaire. Erreur sur les mesures. Trois types d'erreurs, trois caractéristiques métrologiques. Alors métrologique, c'est la grandeur qui dit des mesures, qui permettent de faire des mesures, définissent donc les erreurs d'un capteur, donc la justesse, la fidélité et la précision. On voit bien que les petits dessins que vous voyez ici vous montrent par exemple ce capteur, eh ben, il est juste et fidèle puisqu'il répète à chaque fois le nombre de mesures faites sont dans la même zone et on vous dit donc qu'il est juste, puisqu'il redonne les mêmes valeurs. Il est fidèle parce que il est juste parce qu'il donne des valeurs qui sont proches de la réalité. Il est fidèle parce qu'il redonne à chaque fois des valeurs qui sont les mêmes. Et donc, ce qui veut dire que ce capteur est précis. On voit que celui-ci est fidèle parce que à chaque fois qu'il reprend la même mesure, il redonne des mesures dans la même gamme. Par contre, il n'est pas juste puisqu'il ne donne pas la valeur attendue qui serait au centre. Celui-ci, il est juste, mais non fidèle, parce qu'il ne répète pas, il donne les mêmes valeurs, mais il ne les répète pas au même moment. Et celui-là, il est ni fidèle ni juste. Donc, la précision dépend donc de la fidélité et de la justesse. Si on va un petit peu plus loin, on peut aussi se rappeler de choses qu'on a vues cette année, quand on a travaillé sur les mesures de courant. Eh ben, on peut définir au niveau d'un capteur son erreur absolue, qui est la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle. Et puis l'erreur relative, qui est donc cette valeur absolue divisée par la valeur réelle. Donc la première erreur absolue, elle a une unité, hein. Par exemple, imaginez, elle peut être en degrés pour un capteur de température. Par contre, l'erreur relative nous ramène en pourcents et va nous donner l'erreur en pourcents qu'on aurait pu créer sur un capteur.
Venons maintenant aux différents types de sorties qu'on peut rencontrer au niveau des capteurs. Trois grandes parties. Donc deux grandes parties qui vont donner trois types de sorties au niveau des capteurs. Une partie seule qui va s'appeler les capteurs tout ou rien, qu'on appelle TOR, de l'abréviation du mot tout ou rien, qui va donner donc un signal qui est logique en fait à la sortie 0 ou 1. On les appelle également détecteurs à la place de capteurs puisqu'ils détectent quelque chose. On va avoir une autre famille qui va être les capteurs proportionnels. Et dans les capteurs proportionnels, on pourra rencontrer deux types de capteurs. Un capteur dit analogique, on va voir ce que c'est, ou des capteurs dits numériques. Donc si on observe les signaux à l'issue de ces capteurs, on a parlé donc des signaux analogiques, et ben là on voit un signal analogique. Donc on vous dit qu'un signal de sortie est analogique lorsque la tension prend une infinité de valeurs. On voit bien que le signal de sortie de ce capteur, dans le temps, prend une infinité de valeurs. Il passe par plein de valeurs différentes. Donc celui-ci est analogique. C'est donc les capteurs donc proportionnels qui ont souvent des sorties analogiques. Ensuite, on va rencontrer donc les capteurs tout ou rien ou logiques, hein, l'autre famille qu'on avait vue, dont on a parlé. On voit que c'est des signaux qui sont compris entre 0 ou 1. Je vous ai dit qu'on pouvait les appeler des détecteurs. On vous dit que le signal de sortie ne possède que deux états, 0 ou 1, donc ils sont binaires. Ces capteurs de type tout ou rien sont également appelés détecteurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des capteurs appelés détecteurs. Ensuite, le dernier type, hein, on a parlé de signaux numériques. On vous dit que le signal de sortie est transformé en un signal binaire obtenu électroniquement, le plus souvent à l'aide d'un convertisseur dit analogique numérique. L'information numérique est transmise donc souvent par une liaison série. On prend l'exemple ici d'un GPS qui lui donc capte la position d'un système. Et ben toute la partie captage de position va être transformée en des signaux numériques pour les transmettre vers un microcontrôleur. Donc ceux-là seront dits numériques. Mais à la base, c'est un signal proportionnel qui rentre à l'entrée, qui va être transformé en un signal numérique. Donc ça, c'est les trois types de sorties que l'on peut rencontrer au niveau de nos capteurs. On a un premier exercice dans lequel on nous pose des petites questions. Le premier exercice donc traite d'un capteur de température qui s'appelle le MCP 9700. L'ADOC, que l'on appelle plus communément en anglais le datasheet, donc qui est la littérature qui recense les caractéristiques du composant, elle est généralement écrite en anglais, et puis elle donne toutes les informations nécessaires au capteur. Donc on vous pose quelques questions hein, que vous allez voir les réponses. Moi je vous préconise d'essayer de répondre aux questions, de stopper la vidéo à ce moment-là, de regarder à l'intérieur de cette doc les informations que vous pouvez y trouver, et puis après de vérifier à la suite, de relancer la vidéo pour aller revérifier ce qu'on doit prendre, les résultats qu'on aurait dû obtenir. Alors, je crois, alors je n'en suis pas sûr, mais je crois que ce que je vais aller voir, hein, je vais vous dire tout de suite, donc j'ai choisi d'étudier parce que à l'intérieur de cette doc, il y a différents capteurs, c'est-à-dire on peut rencontrer différentes références. Je crois que l'étude, on va se fixer, qu'on va prendre, il me semble, 9700 qui s'appelle MCP 9700 tout court, parce qu'il y en a plusieurs qui sont référencés dans la doc. On pourra avoir le A, le 1 et le 1A, 9701A, 9701. On va s'intéresser à celui-ci. Donc, on vous posait la question sur, première chose, quel type de capteur est-ce? Donc, si on commence à lire, on voit bien qu'ici, on vous dit que c'est un capteur de température analogique. Donc on sait tout de suite de petite taille. On va tout de suite savoir que la sortie est analogique, donc elle pourra prendre une infinité de valeurs. Les questions qui suivent sont rechercher la sensibilité et la précision du capteur. Donc sensibilité, donc on a dit que c'était le rapport entre la sortie et l'entrée. Donc on devrait la trouver en millivolts par degré. Donc si je regarde, la sensibilité est donnée donc ici. On pourrait, je pense, la trouver ailleurs, ici, la sensibilité. Et ben c'est 10 millivolts par degré. À chaque fois qu'un degré change, on aura 10 millivolts de changement à la sortie. Et la précision, donc on avait vu que c'était nommé accuracy, il me semble, dans la partie au-dessus, j'avais donné la traduction, donc l'accuracy ici, donc ça serait plus ou moins 2 degrés de précision.
Il me semble que j'ai dû, alors si j'ai bien pris ce capteur-là, hein, dans l'étude, ah non, donc j'étais parti sur un 9701, donc non, 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 9700, c'est là, 9700, donc c'est plus ou moins 4 degrés. Ensuite, on vous demandait quelles sont les tensions d'alimentation. Si on cherche à l'intérieur de tout ça, on peut trouver quelque part un endroit où on nous parle de la tension d'alimentation. Elle est donnée là, range voltage opération Witch, qui est comprise entre 2,3 et 5,5 volts. C'est-à-dire que pour alimenter le capteur, on peut lui donner une tension d'alimentation comprise entre 2,3 et 5,5 volts. Quelle est la tension de sortie à 0 degré? Eh ben, à 0 degré, on voit bien que c'est marqué quelque part, à température ambiante qui est de 0 degré. La tension de sortie, qui va s'appeler out voltage, voltage out, tension de sortie, eh ben, elle vaut 500 millivolts. Pour notre capteur, 9700, 9700, 500 millivolts, 0,5 volts en fait. Et on vous demande de calculer la tension à 50 et à 100 degrés. On sait que à chaque fois que l'on avance de 1 degré, on prend 10 millivolts. Donc en faisant les calculs, c'est assez simple. On part de 0,5 volts qui correspond à la tension à 0 degré, plus 50 degrés fois 10 millivolts par degré, on trouve 1 volt. Et pour 100 degrés, on trouve cette fois-ci 1,5 volts. Donc voilà le premier exercice sur les capteurs. Donc lecture d'une doc. Exercice assez simple. Nous allons donc maintenant poursuivre notre avancée dans les capteurs et donc arriver à une partie où nous allons traiter les différents capteurs tout ou rien, ou logiques comme je les ai présentés tout à l'heure. On vous dit donc les détecteurs, on va d'abord parler de détecteurs de présence, parce qu'une grande partie de ces capteurs sont des détecteurs de présence. On vous explique qu'ils donnent un niveau logique 0 ou 1, mais ça on l'a déjà vu, et que une entreprise française qui s'appelle Télémécanique a développé un organigramme qui permet donc de choisir un détecteur en fonction de la façon où il est monté sur la machine ou sur le système sur lequel on va le mettre en place. Alors, on parcourt cet organigramme et en se posant des questions, on arrive à choisir parmi 6 détecteurs, 6 familles de détecteurs qui sont en bas, pour nous permettre donc d'avoir une machine qui marche le mieux possible. Première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que l'objet est solide? L'objet à détecter est solide. S'il n'est pas solide, on va partir sur le côté là, donc ça veut dire qu'on va aller certainement vers des objets soit liquides, soit des objets qui sont gazeux. Et en fonction des questions qu'on se pose, on ira vers certains détecteurs. On vous demande si le contact est possible avec l'objet. Donc, est-ce que si le détecteur vient toucher l'objet, il ne risque pas de perturber le déplacement de l'objet, des choses comme ça. Donc, est-ce que le contact est possible? Si c'est oui, on va continuer dans un sens. Si c'est non, on va partir vers d'autres sens et on va se poser des questions. Est-ce que l'objet est métallique? Est-ce que l'objet a une certaine distance de détection? Est-ce qu'il y a de la place pour monter l'objet? Est-ce que la masse de l'objet est supérieure à un certain poids? Est-ce que la vitesse de passage de l'objet est inférieure à une certaine vitesse, à un certain passage? Est-ce que la fréquence de passage des objets est inférieure à une certaine fréquence? Est-ce qu'il passe plus d'un objet par seconde, moins d'un objet? Et en fonction de cela, on aura le choix de tomber sur différents détecteurs. Ces détecteurs sont les suivants, on va les étudier rapidement. Ce sont les interrupteurs de position électromécanique, les détecteurs de proximité inductifs, les détecteurs photoélectriques, les détecteurs à ultrasons, les détecteurs de proximité capacitifs et ce qu'on appelle les vacuostats ou pressiostats qui vont mesurer eux des pressions ou pour des gaz ou des choses comme ça. Donc on va essayer rapidement de détailler ces familles-là de détecteurs et même peut-être voir d'autres détecteurs en plus rapidement. Donc, première chose, l'interrupteur électromécanique de position qui était annoncé ici. On vous dit tout simplement que c'est un commutateur commandé par un déplacement d'un objet, donc un objet place, et on peut rencontrer différents détecteurs électromécaniques qui ont différentes formes, c'est-à-dire ils ont soit des roulettes, soit des petites antennes pour détecter le passage d'un objet, soit de plus grandes antennes. Donc ces détecteurs sont appelés aussi interrupteurs de position ou fin de course. On entend souvent parler sur le système, l'objet est arrivé en fin de course. Donc ce sont des fins de course. Le principe interne de ces détecteurs, c'est simplement des interrupteurs à l'intérieur. On va regarder le fonctionnement, on reviendra à ça après. Donc on voit, celui-ci est muni d'une roulette. Un objet vient
se déplace, et vient en contact donc sur la roulette. Au moment où il va arriver en contact, il va donc déplacer cette tige bleue et le contact jaune qui se trouve en bas va venir ici se positionner. Donc on va fermer un contact électrique qui va dire bah, présence d'objet. On vient de détecter la présence d'un objet. Donc ça, c'est un interrupteur qui va se fermer. Le capteur est au repos ici et le capteur est fermé en action. Et ben, ce détecteur se symbolise comme ça. C'est-à-dire qu'il va s'appeler normalement ouvert. C'est-à-dire qu'au repos, c'est un contact à fermeture et qui au repos est matérialisé ouvert et que lorsque l'action va arriver, va se fermer. On peut rencontrer donc différents types de détecteurs électromécaniques, des normalement ouverts, donc des normalement fermés, c'est-à-dire que le contact est fermé lorsqu'il y aura une action, il va s'ouvrir. On peut rencontrer des bipolaires, donc qui ont plusieurs interrupteurs à l'intérieur, donc par exemple deux qui se fermeraient, un qui se fermerait, un qui s'ouvrirait, donc cela s'appelle bipolaire, parce qu'il y a plusieurs interrupteurs, et un dernier type qui pourrait s'appeler inverseur, donc avec trois sorties. Par exemple, celui-ci, on pourrait penser qu'il est inverseur, il a trois sorties. Donc un contact s'ouvre et l'autre se ferme à travers un commun, qui est commun donc à celui qui s'ouvre et commun à celui qui va se fermer. Donc on va avoir différents types de sorties. Le plus souvent, ce qu'on rencontre, ce sont des inverseurs. Donc ça, c'est le fin de course de base, on va l'appeler fin de course de base, le détecteur de base qui va venir donc être actionné par la mise en mouvement d'une antenne, d'une roulette. Inconvénient de ce type de détecteur, c'est que à un certain moment, il va y avoir, donc c'est mécanique tout ça, hein, il va y avoir une usure. Usure du contact, usure des parties mécaniques, et donc bah, il faudra intervenir et changer ce capteur. Bien sûr, on ne voit pas, mais à l'intérieur de ce capteur, il y a un ressort hein, qui fait le renvoi quand l'objet est parti. Donc ça, c'est le plus simple, on a dit, le détecteur électromécanique. Un autre détecteur, celui-ci, on va dire plus électronique à l'intérieur, c'est le détecteur de proximité inductif qu'on peut retrouver dans l'organigramme au-dessus, qui fait des détections à moindre distance, mais qui détecte les objets métalliques et sans contact. Le gros avantage, c'est qu'il détecte les objets métalliques et sans contact, et on le trouve beaucoup dans l'industrie, sur les convoyeurs, sur beaucoup de choses comme ça. Donc son principe de fonctionnement est simple. Il y a un système électronique qui, à l'intérieur, il y a donc une bobine de fil enroulée, on appelle ça un bobinage, qui lui va envoyer des lignes de champ magnétiques. Donc, et au moment où un objet magnétique rentre à l'intérieur de ces lignes de champ qui sont transmises par le détecteur, eh ben, ça va changer le champ magnétique. Et le fait du changement de ce champ magnétique va dire bah, j'ai détection de la présence d'un objet métallique dans la zone de détection. Mais il faut qu'il soit dans la zone de détection, bien sûr, qui n'est pas forcément une grande distance. Si on regarde donc dans l'organigramme qui était donné tout au-dessus, hein, on vous dit que pour tomber sur celui-ci, euh, distance de détection inférieure à 60 mm. Donc à 6 cm, ce type de détecteur n'a plus de détection normalement. Au-delà de 6 cm, il ne va plus détecter les objets métalliques. De la même famille, mais qui lui va détecter les plus grosses choses et à plus grande distance, un peu plus quand même. Ce sont les détecteurs qui sont enterrés et qui permettent l'ouverture d'un portail automatiquement. Donc vous avez ça à la sortie du lycée. Vous pourrez regarder juste à la sortie quand vous allez en sport ou quand vous passez par là peut-être. Et ben dans le macadam, il y a un endroit où on voit un découpage du macadam. On a à l'intérieur de ce découpage, placer des bobines de fil électrique. Quand un objet métallique, bah, une voiture s'approche pour sortir, bien sûr, et ben, il va changer le champ magnétique de cette bobine et dire au système automatisé que bah, il y a la présence d'une voiture à la sortie qui voudrait sortir. Donc ça, c'est la même chose. C'est un capteur inductif. Le capteur suivant fait partie de ces détecteurs. C'est le capteur photoélectrique. Donc le principe du détecteur optique, on vous dit que c'est un détecteur optique, hein, le détecteur photoélectrique réalise la détection d'une cible au moyen d'un faisceau lumineux. Il possède un émetteur qui est une diode électroluminescente ou un laser, et un récepteur qui, lui, est un phototransistor. Et souvent, on va dire que ils ne sont pas forcément visibles, hein, c'est de l'infrarouge qu'on envoie dans ces signaux lumineux. Et on peut utiliser donc ce type de détecteur
photoélectriques suivant, il y a 3 grandes familles de détecteurs photoélectriques. Le premier qui s'appelle le barrage. Donc le barrage, lui, est réalisé à l'aide d'un émetteur et d'un récepteur, heu, qui se trouve donc émetteur qui se trouve ici à gauche, récepteur à droite. Ils sont donc réglés de telle sorte que le récepteur reçoit bien le rayon venant de l'émetteur et quand une cible pénètre à l'intérieur donc de ce faisceau, vient le couper. Donc ça veut dire que le récepteur ne reçoit plus le faisceau qui est émis par l'émetteur. Et ben, on va avoir une activation de la détection d'une présence d'un objet entre émetteur et récepteur. On vous dit que cette technologie peut fonctionner à une centaine de mètres environ, avec des diodes laser. On pourrait détecter donc quelque chose qui passerait dans une barrière qui ferait une centaine de mètres de long. Le gros inconvénient, hein, c'est qu'il faut 2 alimentations, une de chaque côté, une sur l'émetteur, une sur le récepteur, et il faut également avoir un dispositif qui permet d'aligner correctement, donc d'avoir un réglage pour que les deux, le faisceau émetteur et récepteur, puissent être bien alignés en fait, pour pas qu'il y ait de coupure entre les deux. Donc ça, il s'appelle barrage. Il y a donc un second type de détecteur qui est un peu modifié. Celui-ci, il s'appelle le mode réflexe, c'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur se trouvent du même côté, dans le même boîtier, donc avantage une seule alimentation. Et par contre, le principe de fonctionnement est le même, c'est-à-dire que le faisceau, lors de la coupure du faisceau par quelque chose qui passe dans le faisceau, va détecter la cible. Par contre, de l'autre côté, on a mis un réflecteur à la place du récepteur. On utilise l'effet d'envoyer le rayon lumineux et de le renvoyer vers le boîtier. Donc, on a une émission-réception, et au moment où une cible va passer dans cette zone, elle va couper soit l'émission, soit la réception. Au départ, ça dépend dans quel sens elle arrive. Et puis, eh ben, on va avoir détection de quelqu'un en présence. Donc, gros avantage pour moi, c'est une seule alimentation. Par contre, l'inconvénient majeur qu'on pourrait rencontrer, c'est qu'il y a un miroir ici, et donc que lorsque l'on va avoir s'il y avait des choses qui viennent se mettre sur le miroir, imaginez du brouillard ou des gouttes d'humidité, on pourrait peut-être avoir des fausses détections qui apparaissent. La dernière façon de détecter avec un détecteur photoélectrique, hein, c'est ce qu'on appelle le système de proximité. Cette fois-ci, c'est un peu différent. C'est le même principe, l'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. Par contre, on va détecter l'entrée dans la zone, dans une zone d'émission donc de l'émetteur, d'une cible qui serait réfléchissante. C'est-à-dire que en fonctionnement normal, sans détection, l'émission est envoyée, aucun retour vers le récepteur. Le signal est perdu à une certaine distance, puisque la lumière va s'atténuer et être perdue. À partir de cet endroit-là, hein, elle va être perdue. Par contre, si quelque chose de réfléchissant rentre à l'intérieur de cette zone, il va donc réfléchir le rayon émis par l'émetteur et le renvoyer vers le récepteur qui, lui, va cette fois-ci détecter, dire il y a présence d'une cible réfléchissante à l'intérieur de la zone de détection. Par contre, il faut que les choses que l'on veut détecter à l'intérieur puissent réfléchir la lumière qui est envoyée. Donc voilà, on a fait le tour, hein. 3 systèmes, on a dit 3 façons trois modes différents. Le mode barrage, avec un émetteur et un récepteur d'un côté, le mode réflexe, et puis le mode proximité. Un autre détecteur qui n'était pas présent dans la liste fournie dans l'organigramme de l'entreprise Télémécanique, mais qui est facile à comprendre, celui-ci, c'est un interrupteur à lame souple, donc une lame souple ici, une petite lame, hein, à l'intérieur, un contact, à l'intérieur d'une ampoule sous vide, qui n'a pas d'air, donc on a vidé l'air de l'intérieur. Et l'avantage de cette lame, c'est qu'elle est magnétique, et que si un champ magnétique s'approche de cette lame, elle va fermer le contact à l'intérieur. Donc ce type, on l'appelle ILS, hein, de l'abréviation interrupteur lame souple, est fortement utilisé par exemple dans les systèmes d'alarme, pour détecter l'ouverture ou la fermeture d'une porte, d'une fenêtre. Je ne sais pas si vous êtes équipé dans vos maisons de systèmes d'alarme, mais on voit souvent donc des dispositifs aux alentours des portes ou des fenêtres, et on a un boîtier d'un côté qui est raccordé à l'alarme, et de l'autre côté on a un aimant en fait. Et quand l'aimant est présent, bah, la porte est fermée ou la fenêtre est fermée.
Donc tout fonctionne bien. Au moment où on ouvre la porte, le contact s'ouvre et puis l'alarme peut donc détecter que la porte est ouverte et si elle est en fonctionnement, ça veut dire que quelqu'un vient de pénétrer et qu'on peut mettre en route la partie détection d'alarme et envoyer des sirènes au bout d'un certain temps. Donc celui-là, l'interrupteur à lame souple ou ILS. Le détecteur ultrasons, hein, évoqué dans la partie télémécanique du système, on vous explique que ben, il y a un émetteur, un récepteur également. Un exemple est donné de celui qui s'appelle le SRF 04 qui est utilisé habituellement par la carte Arduino, qui permet de mesurer des distances, de mesurer la présence de quelque chose ou de réaliser par exemple un radar de recul par exemple pour détecter un objet à l'arrière d'une voiture ou à l'arrière d'un véhicule. Le principe de fonctionnement, c'est celui, j'aurais dit, de la chauve-souris. Un émetteur qui envoie des ultrasons, un récepteur qui les capte, sachant que le son se déplace à une certaine vitesse. On est capable de mesurer des distances, de mesurer des obstacles. Donc si on regarde le petit croquis qui est en dessous, hein, je rappelle les ultrasons, hein, la gamme de fréquences des ultrasons, c'est compris entre 20 kHz et 40-50 kHz, donc pas audible, peut-être par vous un petit peu, le début des ultrasons est un peu audible, plus on vieillit, plus l'oreille se détériore et moins on entend, donc pas audible trop par les personnes qui sont un peu plus vieux que vous. Alors le principe par exemple, là on veut détecter un niveau dans une cuve, on a un émetteur, un récepteur. On envoie donc une salve de signaux à 40 kHz, ce sont des ultrasons, ils sont émis. Le liquide renvoie donc l'écho de ces ultrasons et on voit revenir à un certain moment bah, les ultrasons sur le récepteur. Si on se dit qu'à la fin de l'émission de la salve, on se dit on vient de lancer la salve, on attend la fin du retour de la salve, on peut donc avoir la durée qu'a mise l'onde pour partir de l'émetteur et revenir au récepteur. Si on mesure une distance d, là par exemple, eh ben on sait qu'on a fait 2 fois la distance, puisqu'on a fait un aller et un retour. Connaissant la vitesse de déplacement du son dans l'air qui est de 340 mètres par seconde, eh ben, en calculant la vitesse, on peut tout de suite, en utilisant la formule de la vitesse qui dit que la vitesse et la distance est égale à la distance divisée par le temps, on peut donc rapidement en déduire que la distance, c'est la vitesse fois le temps divisé par 2, puisqu'il y a 2 fois la distance, hein, qui est l'aller-retour. Et on obtient donc la mesure de la distance à laquelle se trouve le liquide dans la cuve. Donc le format des détecteurs ultrasons, on peut les voir là, comme on peut les rencontrer un peu, leur tête. On les rencontre aussi, on avait dit dans Arduino, hein, si je remonte au-dessus, on voit ceux d'Arduino qui sont un peu moins industriels et on y voit l'émetteur et le récepteur d'ultrasons, hein. Ce sont des petites membranes, si on les regarde, hein, qui vibrent quand on les alimente à une certaine fréquence. Passons maintenant à un autre type de détecteur qui est le détecteur capacitif. Alors, capacitif qui vient du mot capacité, condensateur en électronique, hein, et on vous dit que les détecteurs capacitifs, l'objet à détecter fait varier donc la position de la capacité du condensateur formé. Bah, alors un condensateur, si on essaie de regarder ce que c'est grossièrement deux armatures et puis un isolant entre les deux. Et si le détecteur, alors si on regarde comment il est fait, hein, on voit bien que là il y a, alors tout à l'heure on a vu le détecteur inductif, celui-ci est un détecteur de champ électrique en fait. Tout à l'heure c'était un champ magnétique, dans l'inductif. Celui-ci, le capacitif, c'est un champ électrique. On crée un champ électrique entre deux endroits, c'est-à-dire entre le détecteur et le système qu'on a détecté, il y a un champ électrique, c'est-à-dire qu'il y a des potentiels différents. Si à l'intérieur de cette chose, on y glisse un objet qui, on va dire, qui est isolant également, mais on va dire, qui n'est pas le même isolant, c'est-à-dire que l'air est isolant à une certaine grandeur, le plastique a un autre isolant, l'eau a un autre pouvoir d'isolation peut-être, et ben on va arriver à détecter la présence d'un objet. Alors souvent ces détecteurs, alors si on regarde dans l'organigramme télémécanique, ils détectent à faible distance, mais vraiment à faible distance, et ils peuvent être utilisés par exemple dans une cuve en se mettant à l'extérieur de la cuve pour détecter un niveau d'eau dans une cuve, pour détecter des petits niveaux, des petites choses en plastique. Mais ça ne détecte pas cette fois-ci, en opposition à celui qui était inductif, du métal.
Le dernier type qui était présenté, on en avait parlé des vacuostats et prestiostats, c'était les derniers à droite dans le détecteur, hein, où on parlait de gaz, surtout détection de gaz et de pression. Alors ça, vous pouvez le reconnaître si vous êtes un peu bricoleur, c'est le dispositif qui se trouve sur un compresseur d'air et qui permet donc de mesurer la pression dans la cuve, le compresseur donc qui est un moteur mécanique qu'on va entraîner par un moteur électrique pour monter en pression une cuve d'air pour pouvoir gonfler des pneus, pour faire de la peinture, pour faire du sablage, pour faire donc toute chose qui a besoin d'air sous pression. Par contre, on doit limiter on doit arrêter donc ce compresseur quand il arrive à une certaine pression dans la cuve qui stocke cet air sous pression afin d'éviter le danger parce que si on monte trop en pression, eh ben, la cuve, elle est peut-être pas capable de supporter cette pression. Donc habituellement dans un compresseur, si je parle avec des grandeurs qui parlent de pression, donc normalement on ne doit pas monter à plus que 10 bars souvent, parce qu'elle a été éprouvée peut-être à 15-20 bars la cuve. On a testé, elle peut marcher jusqu'à 15-20 bars. Donc on arrête le compresseur à 10 bars. Donc ce dispositif mesure la pression dans la cuve. Alors comment il marche ce dispositif? Eh ben, c'est tout simple, hein. On a une membrane qui est mise à un endroit où cette pression arrive. On appuie sur la pression de l'air vient appuyer sur cette membrane qui va comprimer un ressort qui a été plus ou moins vissé ici en fait. On a vissé plus ou moins le ressort, la vis qui est là pour comprimer le ressort. Et quand ce ressort va se déplacer, il va donc, par l'intermédiaire d'un système mécanique, venir appuyer sur un fin de course qui va stopper le compresseur en fait. Donc ce principe-là est également utilisé dans les machines à laver, dans les lave-vaisselle. Il n'y a pas de détecteur de niveau. Il y a simplement un petit tuyau qui va dans la cuve de la machine à laver ou dans la cuve du lave-vaisselle. L'eau va monter. Quand on fait monter l'eau dans la cuve, l'eau va commencer à monter dans ce petit tuyau. L'air qui est dans le tuyau va se comprimer et va venir appuyer également sur une membrane. Et avec un certain moment, quand la membrane appuie assez fort sur ce dispositif mécanique, elle va donc arrêter le remplissage de l'eau. Donc ça, c'est les détecteurs de pression qui s'appellent pressiostat ou vacuostat. Une fois qu'on a fait ça, on a traité une grande partie des détecteurs, donc des tout ou rien. C'est des capteurs tout ou rien ou logiques. On va maintenant passer à d'autres détecteurs à d'autres capteurs qui seraient plus des capteurs analogiques maintenant. On va traiter de quelques capteurs analogiques. Le premier capteur analogique qu'on peut rencontrer, c'est le potentiomètre, le plus simple. Alors on va détecter des mesures d'angle, on va faire des mesures d'angle, et le premier qu'on va rencontrer, c'est le potentiomètre. Potentiomètre, c'est une résistance variable. On a vu la résistance cette année. Résistance, le symbole de la résistance, on ne voyait pas cette flèche dessus. Par contre là, on voit la résistance. On voit que cette résistance, elle a deux pattes, une entrée et une sortie. Et puis elle a une troisième patte qui s'appelle le curseur en fait. Et en fonction de la position du curseur, on va prendre une portion de la résistance d'un côté. Là, on a la totalité de la résistance de ici à ici. Par contre là, on voit bien qu'on a une portion qui est ici, entre cette patte-là et cette patte-là, et une autre portion qui est entre cette patte-là et cette patte-là, entre le curseur et l'extrémité 1 et le curseur et l'extrémité 2. Et si on alimente correctement les choses, c'est-à-dire on va mettre d'un côté 5 volts ici, la masse de l'autre côté, on va voir que la tension, en se déplaçant sur ce potentiomètre, on va voir que la tension pourra varier entre 5 volts quand il sera ici et 0 volts quand il sera à l'autre bout. Donc si c'est un potentiomètre rotatif comme il est là, hein, vous avez donc l'axe du potentiomètre ici, d'un côté, on aura une certaine tension quand on va se trouver ici, soit 0, soit 5 volts, et au fur et à mesure qu'on va se déplacer, la tension va bouger. Elle sera donc proportionnelle à l'angle dans lequel on se trouve. On aura plus ou moins de tension. On voit bien que ici, si on met un voltmètre et qu'on regarde, dans cette position-là, on n'aura pas beaucoup de tension. Plus on va avancer, et plus la tension sera importante. Donc plus on aura de tension et plus on aura un angle important de parcouru. Donc ce dispositif permet de mesurer un angle. On pourrait donc mettre ce dispositif sur par exemple, une girouette qui se trouve sur le toit d'une maison, hein, pour aller indiquer le nord et indiquer dans quel sens va le vent. Un deuxième capteur d'angle, alors qui s'appelle le codeur absolu. Ce codeur absolu, lui, utilise l'optique à l'intérieur. Donc c'est un capteur angulaire, mais optique. À l'intérieur, on y trouve des émetteurs. Donc là, c'est pas noté, il faudrait noter qui sont des émetteurs LED. C'est noté ici en anglais. Vous allez avoir un disque fendu avec un code binaire dessus. On voit que ce disque, il a un code qui passe dessus avec plein de noir et de blanc. Donc alors des parties noires qui sont opaques et des parties blanches qui sont translucides. Et en face, ici, on aura des excusez-moi,
des phototransistors qui eux vont capter les LED, la lumière des LED émise, et en plus, si les parties sont opaques, ne capteront pas en fait, et donc vont être, en fonction des codes qui vont se trouver sur le cercle, donner une position. Donc si on prend un petit exemple, parce que le disque qui était là a beaucoup de, on va dire, de points opaques et de pistes, on va appeler ça des pistes après, on va étudier un capteur qui aurait 3 pistes, qui est assez simple à la base. Donc une piste centrale ici, la première piste, une piste un peu plus éloignée et la piste tout autour qui est ici. On voit donc des parties opaques, des parties transparentes. On voit ici les LED, capteurs fixes, c'est-à-dire la seule chose qui va bouger, eh ben, c'est le disque. Hein. Le disque est movible, il est relié à l'axe du capteur. Par contre, la partie LED et la partie phototransistor ne bougent pas, elles sont tout le temps présentes. Et on voit bien que, par exemple, on voudrait faire une girouette avec, donc on a indiqué ici la position 0, qui est la flèche, qui correspond donc, qui est reliée au nord, ça indique le nord ici. Et puis quand on va avoir du vent qui va arriver, et ben ce disque, la partie de la girouette va prendre le vent et va tourner pour s'aligner, on va dire, dans le sens du vent. Donc va se mettre en rotation. Et donc ce disque va tourner soit vers la gauche, en partant soit vers la droite, en partant vers là-haut, et ça veut dire que cette partie-là va arriver ici, soit va partir dans l'autre sens et va amener cette partie où il n'y a que de la partie translucide devant les LED. Et puis on va s'amuser à regarder, quand ça tourne, à quoi correspondent les indications et les angles. On voit bien qu'il est constitué donc d'un disque mobile partagé en 8 secteurs. On voit bien que comme on a, il y a bien 8 secteurs différents. Vu qu'on a 3 pistes, on pourrait faire la combinaison 2 puissance 3 qui correspond au nombre de combinaisons en binaire, puisque c'est des 1 et des 0, c'est un code binaire. Donc la base 2, 3 pistes, 2 puissance 3 donne 8 combinaisons possibles. Ensuite, on vous explique le fonctionnement comme je vous l'ai dit, comment ça va se passer, et on vous demande de remplir un tableau qui, en fonction des angles, donne la direction du vent. Donc, premier exemple, si je suis là, je suis au nord, je vois bien que l'angle 0, on pourrait considérer que l'angle 0 est ici. Comme j'ai 8 portions d'angle, je peux aussi commencer à me dire, je sais combien de degrés fait une portion, je sais qu'un tour fait 360 degrés. Donc, je divise ça par 8, j'obtiens des portions de 45 degrés, je pense, si je ne me trompe pas, hein, des portions de 45 degrés. Et donc, par exemple, ça veut dire que le nord sera compris, alors si j'ai le 0 ici, que je fais tout mon tour, j'aurai 360 degrés. Donc de 0 à 22,5 degrés, j'ai du nord, mais j'ai aussi de 337,5 à 360. Donc ça veut dire que pour un angle compris entre 337,5 et 22,5 degrés, j'aurai la position nord. Si je me place ensuite au nord-est, c'est-à-dire que cette flèche vient se positionner ici, nord-est, ça veut dire que le code binaire qui était ici, qui fait opaque, opaque, translucide, donc qui va faire 0, 0, 1, va me donner cette fois-ci un angle compris entre 22,5 plus 45 degrés, donc 62,5 si je ne me trompe pas. Donc si on commence à faire tous ces calculs, vous pouvez remplir le tableau seul, qui est en dessous, couper la vidéo et remplir le tableau seul, et vous devriez donc obtenir la partie de ce tableau rempli qui nous donne donc les informations sur les différentes portions d'angle permettant d'obtenir le code binaire correspondant. Si l'on connecte donc ce dispositif à une carte Arduino qui décode les nombres binaires qui sont là, en fonction des codes, il peut donner la direction du vent, donc on serait en train de préconstruire une station météo. Donc ça, c'est le codeur dit absolu. Alors, un petit exercice qui suit, vous avez un codeur, un nombre de pistes, on vous demande de retrouver le nombre de pistes, il suffit de calculer par rapport au centre le nombre de pistes qu'on va rencontrer. Si vous allez vite, vous trouverez 6, le nombre de combinaisons de puissance 6, 64. La résolution du capteur, la question a été posée 2 fois, je n'avais pas vu dans le cours, il y a 2 fois la question, la même. La résolution, c'est de combien de degrés on va se déplacer pour avoir une augmentation de 1 du nombre de sorties binaires. Donc 360 degrés sur le tour, 64 positions, on trouve environ 5,6 degrés. Le code binaire correspondant à 48, on vous dit correspondant à la valeur 48, alors on trouve 48 correspondant à 1110.
On essaye de trouver ce code binaire et on pourrait essayer de retrouver où est ce code binaire. Alors 48, hein, on voit que eh ben, le poids fort, le 11000, eh ben, moi je pense que 48, il devrait se trouver par exemple ici, là, si je ne me trompe pas, hein. Alors attendez voir que je ne me trompe pas. Eh ben, on doit avoir 1 et un. Non, c'est deux blancs, et donc on doit avoir blanc, blanc, et puis tout des 1. Donc ça veut dire que le 48, il serait eh ben, ici peut-être, si on regarde bien. Là, on a 48, il serait ici à peu près. 48, ça serait ça. Puisque là, on a tout à 0, vous êtes bien d'accord? Tout à 0, et puis on avance là, on a 1, 2, 4, 1, 48 serait là. Et le dernier, donc 64, eh ben, il serait ici. Le 64, il est là en fait. Tout à 1 est ici. Si on a bien préconisé que, eh ben, je ne sais plus comment ça a été dit avant, alors si j'ai pas raconté de bêtises, hein, on vous dit que les rayons passent les parties translucides donnent des 1. On vous dit que les parties translucides donnent des 1. Donc les parties translucides donnent des 1. Donc là, oui. Donc si les parties translucides donnent des 1, c'est ici le 48. C'est bien ce que j'ai dit. Quel est l'angle détecté? Bah, si le 0 est ici, eh ben, on aurait un angle de 3 quarts, donc de 270 degrés, 3 quarts de tour. On a bien 3 quarts de tour, un premier quart de tour, 2 quarts de tour et 3 quarts de tour. Donc ça, un petit exercice sur un capteur codeur absolu. Il existe un codeur plus simple que celui-ci qui s'appelle le codeur incrémental. Celui-ci ne possède que généralement 2 pistes ou 3 pistes. Il est plus simple donc au niveau de sa constitution optique. Donc ce qu'il faut faire pour connaître la position où on se trouve, c'est compter le nombre d'événements qu'il va y avoir, parce qu'une partie translucide et une partie opaque va donner donc un signal carré. Donc on connaît les signaux maintenant, va donner un signal carré. Donc en comptant le nombre de fois qu'on a des parties opaques et transparentes, avec un composant électronique qui s'appellera un compteur, on est capable de savoir à quelle position on va se trouver. On vous dit que si on regarde et qu'on compte, eh ben, on a un petit exercice là qui vous est donné. Si ce disque est relié, alors on a 3 pistes, hein, pourquoi 3 pistes? Une première piste là, une deuxième piste qui sont les mêmes, simplement décalées d'un quart de position, et puis une piste qui donne qu'une seule impulsion par tour, donc qui permet de calculer, de donner une impulsion pour savoir combien de tours on a fait. On va voir par la suite que les deux pistes sont décalées pour savoir le sens de rotation du capteur, en fait, dans quel sens il est en train de tourner, s'il va dans le sens horaire ou anti-horaire. On vous dit que une case noire donne un 1, une case blanche donne un 0, c'est l'inverse de ce qu'on avait au-dessus, et que le disque tourne à une vitesse de 1,8 tours par minute, et on vous donne un petit exercice, déterminer le nombre d'impulsions par tour. Il suffit de calculer le nombre de parties opaques et transparentes, on en trouve 32, donc on a 32 impulsions par tour. Déterminer le nombre d'impulsions par minute, donc si on tourne à 1875 tours par minute, qu'on multiplie ces 32 par 1875, on trouve 60 impulsions par minute. Donc, la durée d'une impulsion dure 1 seconde, ça veut dire, hein, vous êtes bien d'accord. Ah, il y a une petite faute d'orthographe, là il y a 2 R à durer, il aurait fallu le corriger. Donc ça veut dire qu'il a une impulsion toutes les secondes, vous êtes bien d'accord? Si on trace les chronogrammes, si on observe les chronogrammes, on voit bien que dans le sens qui est appelé horaire, on voit que la partie A apparaît avant la partie B, c'est-à-dire on voit bien apparaître ce décalage de 1 quart d'image qu'on avait en haut, qui correspond à 1 quart de période. On voit que le 0 vient de passer et qu'on est en train de tourner dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et là on est en train de tourner dans le sens anti-horaire. On voit que dans le sens anti-horaire, cette fois-ci c'est B qui passe avant A. Donc c'est comme ceci que l'on peut détecter dans quel sens est en train de tourner le dispositif. Expliquer comment on peut déterminer le sens de rotation. On observe A et B et on regarde lequel passe à 1 avant l'autre. Donc ça c'était le codeur incrémental. On va maintenant parler d'autres types de capteurs qui sont les capteurs de vitesse analogique. Un premier qui est la génératrice tachymétrique, qui n'est ni plus ni moins, excusez-moi, qu'un moteur à courant continu. Donc c'est un moteur à courant continu habituellement qu'on alimente avec une pile qui va faire tourner l'arbre. Cette fois-ci, on va faire tourner cet arbre
pour mesurer, cet arbre est relié à une partie d'un système et va nous permettre de mesurer la vitesse de ce système, par exemple à la roue d'une voiture, à, je ne sais pas moi, à un système qui lève quelque chose pour savoir à quelle vitesse il est en train de tourner. On vous dit que la génératrice donc, produit une tension proportionnelle à la vitesse de rotation. La tension est positive ou négative suivant le sens de rotation, qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre. On vous donne la caractéristique, on vous montre la génératrice qui est entraînée. Un voltmètre est branché à ces bornes. On a ici la tension donc, de la génératrice en fonction de la vitesse de rotation en minute moins 1, qui veut dire tours par minute. On voit par exemple qu'on a un point particulier à 9 volts. Pour une vitesse de 1500 tours par minute, on obtient 9 volts à la sortie de la génératrice. La génératrice produit 6 volts, on vous dit, c'est petit exercice. Quelle est la vitesse de rotation? Eh bien, soit on fait une règle de 3 parce qu'on voit que c'est linéaire, donc c'est assez simple en ayant le point 9 volts 1500, de se dire, on peut refaire un calcul et facilement retrouver que pour 6 volts, on est à 1000 tours par minute en fait. 1000 tours, le calcul est donné pour retrouver 1000 tours par minute. Donc ça, vous ferez le calcul de votre côté et vous essayerez de trouver ce résultat. Deuxième possibilité, on calcule l'équation de cette droite, E en fonction de la vitesse, et puis on positionne le point qu'on avait à l'intérieur. On peut également mesurer la vitesse de rotation avec un codeur incrémental, c'est-à-dire que quand on observe ce signal-là sortant du codeur incrémental, je vous rappelle, codeur incrémental, c'est ce qu'on vient de voir juste au-dessus, c'est le codeur avec trois pistes. Et bien, si on observe ce signal, on voit bien que plus on va aller vite sur un codeur incrémental, et ben, plus la période des impulsions va se réduire. Et plus on va aller lentement, et plus cette période-là va augmenter. Donc, et il suffirait tout simplement, en fonction du nombre d'impulsions par tour, on en avait 32 tout à l'heure, donc on avait 32 périodes à l'intérieur, de redéterminer la vitesse de rotation. Donc on vous donne un petit exercice à faire, cette fois-ci avec le même capteur, avec 32 impulsions tout à l'heure, de calculer la vitesse de rotation sur lequel est branché le capteur, sachant que cette fois-ci maintenant on a une période qui fait 5 millisecondes. 32 fois 5 millisecondes nous donne le temps pour faire un tour. Donc si on fait ce calcul, 5 millisecondes pour une période, 32 fois. Si on fait ça, on calcule, ça fait 160 millisecondes pour faire un tour. Il nous suffit donc de diviser 1 par cette valeur 0,16 secondes. On obtient 6,25 tours par seconde. Si on le veut en tours par minute, il suffit de le multiplier par 60 et on obtient 375 tours par minute. Autre façon de mesurer la vitesse, ça pourrait être par exemple d'utiliser un GPS, une puce GPS de base qui est connectée à un Arduino par exemple ou à n'importe quel système comme dans votre voiture. Ce système GPS, il reçoit donc des satellites, des informations, il capte les informations des satellites qui sont au-dessus de lui et il va à l'intérieur justement de ce qu'il va recevoir. Alors, il reçoit une trame, on appelle ça une trame, parce qu'il y a plein d'informations à l'intérieur. Cette trame commence toujours par $, parce que cette trame, elle est faite, elle a été développée, les GPS ont été développés par les États-Unis au départ, et pour synchroniser, reconnaître le début de trame, ils ont mis, on va dire, le symbole de leur monnaie. Et puis ensuite, on a une signification du type de trame qui revient derrière, mais à l'intérieur de cette trame, si on cherche bien, à un endroit, on a quelque chose qui est juste ici, là, qui est à une certaine position, qui est la vitesse au sol en nœud. Donc c'est la vitesse de déplacement en nœud. Et donc elle est en nœud puisque c'est la vitesse utilisée aux États-Unis. Il suffit donc de récupérer cette information, de la prendre et de la transformer en km/h ou en ce que vous voulez, et on aurait donc la vitesse de déplacement de votre véhicule. Donc ça, c'est une façon de capter la vitesse également. Nous allons donc maintenant parler des capteurs analogiques de température, donc en voir quelques-uns. On vous dit que parmi ces capteurs de température, on peut rencontrer différents types de capteurs. Il y en a un qui est le premier qui est à résistance métallique. On va étudier d'ailleurs celui qui est donné en exemple qui s'appelle le PT100 et qui est en platine. À thermistance, qui est le MC 9710, donc résistance variant avec la température. On l'a vu tout à l'heure, c'est la première doc qu'on a étudiée. Et un autre à semi-conducteur qui serait le LM35. Donc un semi-conducteur, c'est un composant électronique qui conduit plus ou moins. Il est semi-conducteur.
Première étude, c'est le PT100, donc qui est un capteur à résistance métallique. Alors celui-ci coûte assez cher parce que quand on voit en quoi il est constitué, il est en platine. Donc la platine est un matériau qui coûte assez cher. Donc on voit la caractéristique de ce composant ici, hein. On voit ici la résistance. Donc il a la résistance qui varie en fonction de la température. On voit bien que la gamme de température est déjà très importante, hein. Là, 800 degrés. Le capteur, on pourrait à première observation se dire, eh ben, ce capteur est quelque chose de linéaire, mais si on observe bien, on voit bien que c'est pas tout à fait linéaire, parce que l'équation, on va dire, de la résistance, qui est juste à côté, on voit qu'elle est donnée par une résistance R0, qui est la résistance à 0 degré, qui est donnée ici, qui vaut 100 ohms. C'est pour ça qu'elle s'appelle PT100. C'est la résistance à 0 degré. Facteur de 1 plus alpha T plus bêta T carré, où T est la température. Donc on voit bien que la résistance dépend donc de la température et de son carré, avec des coefficients différents. Et on voit bien que le coefficient qui se trouve devant le bêta est quelque chose qui est 5,7 10-7, alors que celui qui est devant le alpha est 3,9 10-3. Donc, en faisant l'étude de ce capteur, on peut montrer que eh ben, la partie bêta est négligeable. Cette partie-là, on pourrait la négliger et donc penser que cette évolution est linéaire. Si on la néglige, le bêta, donc le t carré disparaîtrait si on considère que bêta est nul, et on a quelque chose qui est donc linéaire et qui passerait à t égale 0 par la résistance qui vaut R0, qui vaut 100 degrés. On explique ensuite comment va être câblé ce composant. Donc le composant PT100 est alimenté par un générateur de courant constant, c'est-à-dire que ce générateur lui fournit un courant qui est tout le temps le même, ici 1 mA. Donc il est constant, il ne varie jamais. Donc la tension à la sortie de cette résistance, hein, si on applique la loi d'Ohm comme on la connaît, c'est U égale R fois I, et qu'on remplace la résistance par la valeur de la résistance que l'on connaît, qui est la formule de la PT100 qu'on vient de déterminer en, on va dire, négligeant le coefficient bêta, on aurait R0 facteur de 1 plus alpha t fois I. Si on y met les valeurs à l'intérieur et que l'on remplace, qu'on fait des calculs, on verrait donc que la tension de sortie VS en sortie de cette résistance, tension borne mesurée par le voltmètre, est 0,1 multiplié par 1 plus le coefficient alpha fois t. Donc le 0,1 là vient du 100 ohms multiplié par le 1 mA. Alors pourquoi 1 mA? La valeur, elle est, il faut la choisir de telle sorte que eh ben, le courant qui va circuler dans cette résistance ne les chauffe pas en fait. Si on met un courant trop grand, cette résistance, qui est le capteur, va chauffer et donc va faire une mesure faussée puisque lui-même est en train de chauffer et il va donc capter l'échauffement du capteur. Donc il faut limiter le courant à l'intérieur de ce capteur. Donc si on regarde les docs techniques, on peut y regarder qu'il y a un certain courant à ne pas dépasser pour justement, eh ben, on va dire, eh ben, ne pas échauffer le capteur. Donc si on trace dans un tableau pour les différentes valeurs de température qu'on a, et que l'on observe et que l'on calcule la tension de sortie, eh ben, on va pouvoir fixer les différents points qu'on va calculer, hein, 0 donne 0,1, etc., etc., etc. On place les points sur notre courbe et on obtient donc quelque chose qui semble linéaire. Il est linéaire puisque nous on a donné quelque chose de linéaire dans l'équation. Et l'on pourrait donc, si l'on mesure cette tension avec un voltmètre, savoir à quelle température on est, ou alors si on est, on va dire, plus numérique, eh ben, entrer cette tension dans un convertisseur analogique numérique d'un Arduino, et puis faire un calcul sur la température pour retrouver la température à laquelle on se trouve. Euh, Deuxième capteur, un capteur à thermistance ou à semi-conducteur. On avait vu celui à thermistance qui était le MCP 9700 en haut. Celui à semi-conducteur sont un peu de même type. Un petit exercice, on vous donne une doc technique et on vous demande de tracer la caractéristique du LM35. Alors, ce qui est intéressant dans le petit bout de caractéristique, donc dans le datasheet qu'on donne, c'est la sensibilité du capteur. On vous dit qu'il fait 10 millivolts par degré. C'est la même que le 9700, exactement, 10 millivolts par degré. Si l'on regarde la gamme de fonctionnement du capteur, on avait appelé ça alors l'étendue.
Rappelez-vous, tout au départ, on a fixé une grandeur qui s'appelait l'étendue. Et ben, elle va entre -55 et +150. Là, on n'a pas utilisé la partie négative, on aurait utilisé la partie seulement positive. Et on voit bien que ce capteur à 0 degré, il donne 0 en fait. Donc il passe par 0 et ensuite, à chaque fois que l'on avance de 1 degré, il avance de 10 millivolts. Donc à 100 degrés, il a avancé de 100 fois 10 millivolts de 1 volt. Donc il se trouve à 1 volt. Et on place donc le point qui se trouve 0, 0, le point 100 degrés, 10 volts, 1 volt, et puis après on trace la courbe. On aurait pu réduire un peu si on voulait aller à plus de température pour avoir la courbe un peu plus basse en disant bah tiens, on va fixer 0,5 ici, 1 ici et 1,5 ici, et à 150 degrés, on aurait donc le point à 1,5 volts. Donc voilà pour les différents capteurs de température. Il y en a plein d'autres hein, qu'on peut rencontrer, mais j'en ai, on va dire, étudié quelques-uns pour qu'on voit un peu leur fonctionnement. Le dernier type de capteur qu'on va voir à l'intérieur de ce cours, c'est celui que l'on appelle le capteur de force. Ce capteur de force est basé encore sur une résistance en fait. Il est constitué d'un petit fil, alors on appelle ça une jauge de contrainte en fait, d'un petit fil électrique qui est placé sur une partie qui est déformable. Ce petit fil, on le colle sur par exemple une petite partie en plastique qui est déformable. Et ce fil, quand il va être sous l'action d'une force, donc on va tirer dessus sur ce petit fil, et ben, qu'est-ce qui va se passer au niveau du fil? Il va donc s'allonger, sa longueur va augmenter un petit peu. Le fait de s'allonger, il va aussi perdre un tout petit peu de son diamètre, donc de sa surface, de sa section. Et section, c'est la surface du conducteur si on le coupait en fait, hein. Et ben, il va en perdre un petit peu. Jusqu'à la limite élastique, on va parler. Donc limite élastique, c'est-à-dire on tire dessus, il se déforme, on relâche, il revient à la position d'origine. Si on dépasse la limite élastique, bien sûr, le capteur est détérioré. On ne pourra plus l'utiliser puisqu'il ne reviendra pas à son origine. Par contre, si on reste dans la limite élastique, on peut vérifier au niveau de ces petits fils électriques. Il y a une formule qui s'appelle la résistance d'un fil électrique. C'est une grandeur qui dépend de la nature du fil, qui s'appelle la résistivité du fil. Donc en fonction du matériau qu'on utilise, la résistivité est différente, hein. Elle est plus ou moins grande en fonction que la résistance est plus ou moins conductrice du matériau, si c'est du cuivre, de l'or, etc., hein. On va dire que si c'est de l'or, la résistivité est moindre, si c'est du cuivre, elle est un peu plus grande, et plus le matériau tend vers l'isolant, plus la résistivité est grande et elle dépend. Donc la résistance d'un fil électrique de ce type dépend de la résistivité, ça semble logique, de la longueur du fil, donc si on tire dessus, la longueur augmente, et divisé par la section. La section, c'est la surface de la coupe du fil. Le fil étant rond, on va dire un cylindre, quand on va le couper, on aura en face de nous, on va dire un disque, c'est la surface du disque, un pi R2. Donc, on voit bien que en tirant sur ce fil, la résistance va varier, puisque la longueur augmente, la section diminue. Donc, le fait d'augmenter la section, d'augmenter la longueur, diminuer la section, fait changer la résistance. Donc si ce dispositif de petit fil qui s'appelle la jauge de contrainte est fixé sur différents éléments, par exemple sur un outil, sur ce qu'on va appeler un corps d'épreuve qui correspond, alors je vais en montrer un corps d'épreuve, c'est ceci. Un corps d'épreuve, c'est une partie en aluminium qui est, on va dire, évidée de telle sorte que quand on a fixé ce corps d'épreuve quelque part et qu'on vient appliquer une force ici, la partie qui se trouve ici du corps d'épreuve va se déformer un petit peu. Et comme on a collé dessus ces petites jauges de contrainte, il va y avoir donc modification de la résistance. Et s'il est placé dans un circuit électrique, il y aura modification de tension et donc on aura donc détection de modification d'une force. Par exemple, ce capteur-là, il est en aluminium, hein, parce que c'est un matériau qu'on a plus de facilité à déformer, et le capteur qui a dans une balance électronique, dans votre pèse personne. C'est ce type de capteur. On peut rencontrer ce type de capteur également sur des dispositifs comme sur ici dans des immeubles, dans les fondations d'un immeuble, sur un pont, et on va pouvoir mesurer les efforts qui sont mis en place pour mesurer la déformation d'une infrastructure, d'un bâtiment, et vérifier qu'il n'est pas en train
de perdre de sa solidité ou de se déformer et puis de partir en rupture. On pourrait également rencontrer ce type de dispositif ici, là. Donc à cet endroit-là, dans une barrière, vous la voyez, cette barrière, elle est présente dans la salle de SI. Elle s'appelle la barrière DECMA, c'est la marque du fabricant, hein, DECMA. À l'intérieur, il a placé ici, sur la partie qui va pouvoir gérer la lisse, ce qu'on appelle la lisse, c'est la barre qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer les joncs. Il a placé un capteur de force là. Et donc, si la barrière vient se refermer sur quelque chose, imagine une voiture reste en dessous, elle vient se refermer dessus, et ben la force exercée va augmenter. Si la force exercée augmente, ce capteur va capter l'augmentation de cette force et va donc dire à l'automate, au dispositif électronique qui commande la fermeture de la barrière, eh ben, de stopper parce qu'on est en train de forcer sur quelque chose. Donc si je regarde, donc capteur de force, on explique aussi un endroit là que ce type de capteur est placé dans un pont un peu spécifique, on appelle ça un pont de Weston, dans lequel il y a 4 résistances. C'est le montage qui généralement est le plus utilisé pour mettre ce type de capteur parce que la variation de résistance est tellement faible qu'ils font la mettre à l'intérieur d'un capteur qui va éviter de mettre, on va dire, des fluctuations de tension et qui va faciliter le captage de la force. Pour ce qui est du cours, eh ben, je pense en avoir terminé et ce que j'ai mis en bas, c'est que dans ce cours, on a abordé les capteurs, les détecteurs, donc les différents types de capteurs, mais il y en a on a exploité, on a présenté, j'ai présenté qu'une petite partie de capteurs. Il en existe des milliers d'autres et il se développe au fur et à mesure plein d'autres capteurs. Et je n'ai pas non plus abordé tous les types de capteurs qu'on pourrait rencontrer. Donc, vous pouvez être confronté à utiliser les capteurs que j'ai présentés ou d'autres capteurs. Donc, la chose à faire, c'est de récupérer, quand on a un capteur face à nous, sa documentation technique que j'ai appelée en anglais le datasheet, et de l'exploiter pour trouver les informations importantes pour mettre en œuvre le capteur et comprendre comment il fonctionne. Merci de votre écoute.